J'entre le fameux code secret de Nintendo qui permet de régler tous les problèmes, à savoir B, L, A, Y, R et la flèche du haut. C'est là qu'on va voir ceux qui suivent. Voilà. Ceci étant dit, là, je suis sûr qu'il y a moyen de se faire du fric. Alors maintenant, la grande question, est-ce que ça marche aussi avec l'autre ? Non mais alors ça va pas du tout ça. Alors attends, hop, on rajoute ça, et tout le monde est content. Uncharted 2 est un jeu d'action sorti en 2009 sur PlayStation 3, soit pratiquement 4 ans avant la mise en ligne de cette vidéo. Une question que l'on serait légitimement en droit de se poser concernerait l'intérêt de parler d'un tel jeu, sachant qu'il y en a de bien plus récents et qui ont une cote de popularité nettement plus conséquente. Alors si par là vous essayez de me faire comprendre qu'il vaudrait mieux abandonner l'idée de parler de ces jeux anciens mais qui valent encore le coup pour me focaliser sur des jeux plus récents comme au hasard Assassin's Creed 3, vous n'êtes pas au bon endroit. Du tout. Mais je vais être bon joueur et par l'intermédiaire de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux jouer à ce jeu plutôt qu'à celui-là. Uncharted Drake's Fortune est un jeu dont j'avais déjà parlé auparavant. L'exotisme des décors et le charisme des personnages principaux m'avaient encouragé à le finir, mais des tas de petits défauts avaient gâché l'expérience. En vrac, je reprochais un système de combat au corps à corps pas au point, une certaine redondance dans les actions à effectuer, une intelligence artificielle proche de celle des alliés de Lost Planet 2, ce qui n'est pas un compliment, et un scénario qui oscillait de façon totalement assumée dans une complaisante connerie, ce qui suffisait paradoxalement à le rendre presque amusant à suivre. Parce que l'attaque des espèces de zombies, à la fin, ça valait son pesant de cacahuètes. Au-delà de toute considération négative à l'égard de ces défauts, je voulais de toute façon essayer la suite. Les raisons sont multiples. L'une d'entre elles est l'estime que j'ai pour le développeur. Les connaisseurs savent forcément de quoi est capable ce groupe. Dès l'époque de la PlayStation, il a fait parler de lui avec un jeu de plateforme suffisamment intéressant pour ne pas être seulement considéré comme un énième clone de Mario. Le héros aura même droit à son jeu de course qui s'en tirera avec les honneurs compte tenu de la concurrence sur ce secteur à cette époque-là. Sur PlayStation 2, rebelote avec la série Jak and Daxter qui remportera aussi une notoriété forçant le respect. Détail amusant, les deux séries ont eu droit à 3 épisodes conventionnels avant d'être déclinés dans un jeu de course. De là à dire que c'est prémonitoire, on ne va pas s'y risquer. De son côté, Ubisoft, le développeur d'Assassin's Creed 3, est à l'origine de Rayman et de Beyond Good and Evil, qui sont des jeux dont tout le bien qu'il y avait à en dire a justement déjà été dit. À part ça, on a aussi énormément de jeux qui, pris individuellement, sont tout à fait corrects, mais qui frisent l'overdose pure et simple quand on voit le nombre de déclinaisons qu'ils ont imposées aux joueurs. On peut parfaitement reprendre l'exemple de la série Just Dance, qui compte au moment de l'édition de cette vidéo pas moins de 4 versions différentes, et dont la 5e est prévue pour le courant de l'année en cours. Le premier épisode étant sorti en 2009, on fait donc un rapide calcul, et on constate qu'on carbure à un épisode par an. Si certains ne voient pas où se situe le problème, je peux vous proposer d'appliquer la méthode Ubisoft à mes vidéos, exemple en images. Avec ses graphismes colorés et sa prise en main efficace, ce jeu saura intéresser tous les joueurs de 7 à 77 ans. Avec ses graphismes colorés et sa prise en main efficace, ce jeu saura intéresser tous les joueurs de 7 à 77 ans. Avec ses graphismes colorés et sa prise en main efficace, ce jeu saura intéresser tous les joueurs de 7 à 77 ans. Avec ses graphismes colorés et sa prise en main efficace, ce jeu saura intéresser tous les joueurs de 7 à 77 ans. À ce compte-là, moi aussi je peux sortir tout plein de vidéos en un temps record. Ceci étant dit, je ne sais pas si les spectateurs seraient contents du résultat. Bizarrement ça marche super bien pour Ubisoft. Nathan Drake, c'est le mec qui n'a pas de bol. Déjà parce que durant l'ouverture du jeu, non seulement il se caille les roustons, mais en plus parce que les scénaristes lui balancent sans vergogne un train en travers de la gueule. Vous faites comme vous voulez, mais ça, généralement, c'est le signe que vous êtes dans une situation un peu merdique. Comme si ça ne suffisait pas, il est entouré d'une bande d'imbéciles dont le qualificatif adéquat est l'adjectif douteux.
Ça sonne un poil alambiqué dit comme ça, mais c'est à cause de la notice qui se force à placer ce mot dans la présentation de chaque personnage important. Ceci étant dit, on ne va pas se plaindre car le jeu est vendu avec une notice. Elle est succincte mais elle existe. Assassin's Creed 3 est vendu sans le moindre document un tant soit peu pertinent à ce niveau. Même dans son édition collector, si on fait abstraction du livret d'illustration d'une facture tout à fait convenable, c'est le néant total. On a juste de la pub pour l'application Uplay, un machin d'une parfaite inutilité et un petit flyer faisant office de garantie. La notice, elle existe, mais au format dématérialisé. Ubisoft avance timidement l'argument d'une meilleure gestion des coûts en guise de justificatif. De façon assez incompréhensible, les jeux Ubisoft sont pourtant vendus aussi cher, voire plus que les autres. De toute façon, il sera difficile de faire croire aux personnes lucides que c'est un petit encart de quelques pages qui va gonfler les coûts de fabrication. Nouvel exemple en images avec l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, journal édité vraisemblablement une fois par semaine et qui ne coûte que 1,20€, forcément un peu plus pour nos amis belges et pour nos amis canadiens. Pour 1,20€ seulement par numéro, Le Canard Enchaîné arrive à payer tous ses frais de fonctionnement et accessoirement les salaires de ses journalistes sans avoir à afficher la moindre publicité dans ses colonnes, ce qui en fait autant une curiosité qu'un exemple à suivre. Même si on imagine assez difficilement une notice de cette taille, on peut pourtant rester dubitatif face à l'argument de la réduction des coûts pour justifier sa disparition. Sous couvert d'un scénario qui aurait très bien pu être tiré d'un blockbuster cinématographique, Uncharted 2 va amener notre héros à pas mal voyager afin de mettre la main sur un couteau qui indiquerait l'emplacement d'un lieu sacré qui lui-même permettrait, par on ne sait quelle magie, de rendre les gens tout bleus. Oui, apparemment ça fait envie à certains. Fort heureusement, de superbes cinématiques et des séquences variées vont venir habiller ce point de départ foireux mais somme toute acceptable. Dans Assassin's Creed 3, il y a un gamin qui fait du base jump et qui désobéit à son papa, il y a un gentil qui est en fait un méchant sans qu'on sache trop pourquoi, il y a des gens qui blablatent, qui blablatent, qui blablatent, qui blablatent, il y a une espèce de bad trip incompréhensible, et soudain, pouf, un combat naval à bord d'un bateau échoué qui aura été retapé avec 2 planches et 3 clous. Finalement, le blockbuster cinématographique, c'est pas si mal que ça. Détail qui serait amusant s'il n'était pas authentique, dans Assassin's Creed 3, vous pouvez aussi regarder de fausses publicités avec leur version détournée, histoire de vous faire croire que putain, en fait c'est super sérieux et tout ce qui se passe ici c'est la vraie vérité. On frise le pathétique, mais on reste finalement toujours ancré dans le ridicule le plus profond et le plus abject possible, donc ça va, on fait avec. Sans trop s'embêter avec les fioritures, Uncharted 2 alterne de façon assez soutenue entre les phases de castagne, les phases d'infiltration durant lesquelles il vaut mieux se faire discret, et les séquences d'exploration avec quelques passages impressionnants et une progression rendue aisée grâce à un ingénieux système de sauvegarde évitant une trop grande frustration. Une belle part est accordée à la plateforme, car accéder à vos objectifs ne sera pas toujours aussi facile que prévu. Faire évoluer le héros dans les décors accidentés est un réel plaisir, et les commandes ont été simplifiées pour que vous puissiez profiter de la vue sans vous énerver à tout bout de champ avec un couillon qui s'amuserait à se jeter dans le vide sans raison apparente. Dans Assassin's Creed 3, vous penseriez avoir de la variété grâce aux quelques premières missions. Bien vite, vous réaliserez la présence d'un indicateur qui vous permet de savoir si vos ennemis vous repèrent facilement ou non. À compter du moment où le scénario a décidé que vous deviez affronter les gardes malgré vos efforts pour passer inaperçus, tout le reste est bloqué. Au mieux, vous pouvez fuir, au pire, vous devez vous lancer dans des affrontements grotesques dont l'épilogue sera parfois conclué par un nombre quelque peu dramatique de cadavres à vos pieds. Il faut savoir que tant que vous êtes en statut repéré, vous ne pouvez ni rentrer dans un bâtiment, ni lancer ou achever une mission. Et une fois que vous arrivez à vous approcher d'un élément déclencheur avec la mare de sang qui accompagne chacun de vos pas, c'est tout juste si les personnages autour de vous en ont quoi que ce soit à foutre. On peut même en rire quand le héros s'adonne au fameux lancer de cadavres. Voilà, je viens de balancer un macabé sur la foule et personne ne réagit. Allez, on essaye sur les animaux. Non, ça ne semble pas les déranger non plus. Dans Uncharted 2, on massacre des gens à la pelle, mais il y a tout de même une petite réflexion à ce niveau vers la fin du jeu qui amène à penser que les développeurs ont eu conscience du caractère un peu exagéré des fusillades à foison qui vous opposent à une armée qui n'aura jamais de cesse de grandir. Sur le plan de la réalisation, la vidéo parle d'elle-même. Uncharted 2 est tout simplement magnifique. On pouvait reprocher au premier épisode de ne pas suffisamment varier les décors. Cet aspect a été corrigé ici. Pour le petit côté nostalgique, il y a une courte mission dans la jungle qui ne manquera pas de rappeler les graphismes de Uncharted Drake's Fortune, mais à part ça, c'est le délire absolu. On passe d'une guerre immense à une montagne gelée, en passant par une ville assiégée, par une cité mystérieuse et par un musée qui seront autant d'endroits différents dans lesquels les collectionneurs de trophées s'amuseront à chercher les trésors cachés. La bande-son n'est pas en reste avec des musiques magistralement orchestrées et des doubleurs qui arrivent à rendre crédibles tous les personnages quelles que soient les situations. Dommage que tu doives t'asseoir sur un truc aussi joli. On apprécie l'exploit.
Le souci du détail a été poussé au point d'adapter les postures du héros en fonction de l'endroit où il se trouve, et des tas de petits éléments comme la respiration ou comme l'écoulement de l'eau viennent renforcer ce sentiment de travail bien fait. Assassin's Creed 3 est en revanche réputé pour le soin tout relatif qui a été apporté aux finitions. Il suffit d'ailleurs de se rendre dans l'espace alloué au jeu sur le service Miiverse pour réaliser où se situe le problème. La majorité des captures d'écran qui y sont postées représentent un bug ou un truc incohérent. Que ce soit au niveau des lois de la physique, au niveau de l'anatomie des ennemis ou au niveau des machins invraisemblables, le jeu est truffé de situations qui ne vont pas. Certes, il est grand, il est beau, il est parfait, mais punaise, vous n'imaginez pas à quel point ça peut vous plomber l'ambiance quand vous êtes confronté à ce genre de situation. Et pouf, je passe à travers la foule. Uncharted 2 propose un mode en ligne très complet. Malgré l'existence du troisième volet et d'un tas d'autres jeux qui présentent également des affrontements en ligne, beaucoup de joueurs se bousculent encore sur les serveurs pour s'affronter dans des niveaux inspirés du mode en solitaire. Même si les variantes un peu originales comme la capture de reliques ou la défense de territoire sont boudées au profit des classiques tueries opposant de clans adverses, il y a tout de même de quoi y trouver son compte, notamment grâce à l'existence d'éléments aléatoires venant foutre un bordel sans nom durant les parties, comme le tank qui vient tout bousiller dans un village en apparence tout tranquille, ou l'hélicoptère qui vous arrose copieusement quand vous avez l'idée idiote de passer dans sa ligne de mire. On note également l'existence des parties adaptées pour la coopération entre 3 joueurs, dont une qui permet en quelque sorte de refaire certains passages du mode solo. Certes, il y a mieux, mais c'est déjà pas mal. À ce niveau, Assassin's Creed 3 propose effectivement mieux, pour peu que vous arriviez à vous connecter au serveur. Recherche de session. Sur Wii U, c'est juste catastrophique. Sur PlayStation 3, c'est bien évidemment exempt de tout défaut, et aucun joueur n'oserait critiquer un jeu d'une telle perfection, blablabla. Mais sur Wii U, oh, misère. C'est d'ailleurs marrant parce que si la majorité des commentaires postés sur l'espace Miiverse du jeu se foutent de la gueule des bugs présents en cours de partie, en seconde position, on trouve tous les commentaires des joueurs frustrés de ne pas pouvoir profiter des parties en ligne, le serveur indiquant en effet à chaque fois soit que ça plante, soit que vous êtes le seul couillon de la planète à être connecté à ce moment précis. Je vous laisse imaginer la frustration. L'intérêt d'une suite, c'est d'apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on nous avait proposé avec l'épisode précédent. C'est clairement ce que fait Uncharted 2. Si le personnage n'a pas trop changé et qu'il a toujours cette fâcheuse habitude à se foutre dans des situations pas croyables, tout ce qui gravite autour de lui a eu droit à un lifting avantageux. La jouabilité est bien mieux pensée, surtout au niveau des combats à main nue, grâce au remaniement des boutons et avec la possibilité de contrer les coups des adversaires. Les commandes sont d'ailleurs très intuitives et le héros répond au doigt et à l'œil à la moindre de vos sollicitations. Ceci affectera bien évidemment de manière on ne peut plus positive la façon d'aborder le jeu, puisque les quelques passages techniques vous demanderont surtout une grande dextérité au niveau de la manette, ce qui vaut tout de même mieux que de tout miser sur la chance. Fait assez rare pour être signalé, le héros est limité à 2 armes, une arme de poing et une autre un peu plus grosse. Il ne peut donc pas s'en trimballer une demi-douzaine comme dans trop d'autres jeux similaires. Pour passer de l'une à l'autre, on joue avec la croix de direction. Là par exemple, hop, arme de poing, hop, arme automatique, et hop, de nouveau arme de poing, c'est facile comme tout. Maintenant, voyons comment ça se passe au niveau d'Assassin's Creed 3 sur sa version Wii U. Alors oui, je parle de la version Wii U, mais c'est surtout parce que la version PlayStation 3 est parfaite, magnifique et qu'elle n'a aucun défaut. De toute façon, personne n'oserait dire le contraire de peur de froisser la minorité de glandus incapables de réaliser qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour admettre qu'ils ont acheté un jeu qui les prenait ouvertement pour des cons. Mais bon. Pour ceux qui ne le savent pas, la Wii U est une console vendue avec une manette dotée d'un écran qui permet d'interagir sur le jeu en temps réel. Un excellent exemple reste la possibilité de créer des blocs pour faire chier Mario dans New Super Mario Bros. U. Les possibilités laissent forcément rêveur et on serait en droit de se dire que sur un jeu comme Assassin's Creed 3, son utilisation serait forcément adaptée. Comme on contrôle un assassin, on attend naïvement un minimum de réactivité de sa part et on lui demande donc de pouvoir changer d'arme instantanément. Alors là, attention, ça envoie du lourd. Pour changer d'arme instantanément, Ubisoft a mis au point ce système absolument hors catégorie tellement il dépasse toute la débilité possible et imaginable. Il faut que le joueur fasse apparaître un menu contextuel en mettant le jeu en pause, bien évidemment qu'il garde le bouton appuyé sinon ça ne marche pas, et seulement après il peut choisir son arme. Arme bien évidemment uniquement disponible dans les parties en solo, parce que ça aurait été dommage de les avoir également lors des parties en ligne. Question toute bête maintenant. À quoi ça sert d'avoir un écran tactile en plus de son écran de jeu si c'est pour devoir se faire chier à mettre le jeu en pause pour choisir une arme sur ce même écran? Je pose la question, mais c'est peut-être moi qui place trop d'espoir dans cette manette. Allez savoir.
Les situations auxquelles Nathan est confronté évoluent de façon à permettre aux joueurs de se remettre un peu de ses émotions. La réalisation tire pleinement parti des compétences encore impressionnantes de la console, et une fois l'aventure terminée, on a hâte de découvrir la suite, rien que pour le plaisir de voir ce que les développeurs nous auront réservé. Même si le jeu ne propose pas de gros boss en tant que tel, certains affrontements méritent tout de même le détour, comme lorsque le héros doit dézinguer un hélicoptère tout en dégommant en même temps les missiles qu'il tire contre lui, ou quand il tombera face à face avec les schtroumpfs dopés aux amphétamines, ce qui, croyez-moi, ne prête finalement pas tant à rire que ça. Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté. En normal, vous le torcherez en persévérant un minimum sans trop vous fouler. Certains passages vous demanderont peut-être de vous accrocher un peu, mais la présence de nombreux points de sauvegarde vous aidera considérablement. Durant certains moments du jeu, les munitions se feront rares et ça vous forcera à trouver d'autres moyens pour parvenir à vos fins. Mine de rien, un jeu un peu concon qui vous demande tout de même de réfléchir occasionnellement, c'est appréciable. Sur le plan des reproches, on peut très facilement citer la partie finale du jeu qui mise surtout sur la vilaine surenchère avec un méchant vraiment caricatural et nettement moins convaincant que celui de l'épisode d'avant. Il y a aussi quelques passages chiants, notamment quand les ennemis arrivent par vagues et qu'en plus d'autres vous allument de loin avec des fusils de sniper. À côté de ça, le jeu fourmille de bonnes idées, comme le petit calepin qui vous fournit des indices à certains moments du jeu, les quelques énigmes pas trop prises de tête qui viennent modérer le rythme après une grosse séance de tir, et ces moments carrément jouissifs qui remettront un gros coup d'accélérateur justement après ces énigmes, histoire de vous rappeler que c'est quand même un bon gros jeu d'action que vous êtes en train de jouer, et non pas un nouvel épisode des aventures du professeur Layton. Au final, Uncharted 2 peut carrément se vanter d'avoir une durée de vie très largement supérieure à la moyenne, car même une fois fini, on y retourne avec plaisir. Pour conclure également avec Assassin's Creed 3, force est de constater que le jeu avait un potentiel énorme. L'ambiance plantée par le premier épisode était juste excellente et même si l'exécution nécessitait quelques corrections, le concept méritait à lui seul notre attention. Les premières suites ont fait honneur à toute l'ambition que l'on y avait placée et tous les espoirs étaient permis concernant l'avenir. Avec un épisode aussi bâclé, aussi idiot, aussi vide de substance que le 3, il est clair que la communauté des joueurs sera divisée en deux. Il y aura ceux qui y auront trouvé leur compte et qui se précipiteront sur le 4 dont la sortie est prévue grosso merdo un an après la sortie du 3, ce qui en dit déjà long sur sa qualité. À la rigueur, s'ils sont contents, tant mieux pour eux. De l'autre côté, il y aura tous les joueurs qui auront été prodigieusement déçus, voire énervés, par un jeu qui promettait tellement mais qui se révéla être particulièrement mauvais tant sur sa réalisation d'ensemble que sur sa narration, qui peut en gros être résumée par va là-bas et tue tout le monde. Ces mêmes joueurs seront alors très certainement enclins à s'interroger sur le sérieux d'Ubisoft et sur l'intérêt d'autres jeux à venir, comme Watch Dogs, qui proposent tellement de bonnes choses sur le papier que ça en fait presque peur tellement les possibilités de tout faire foirer semblent immenses. Quand des développeurs comme Naughty Dog s'évertuent à proposer des jeux de qualité avec un contenu à la hauteur du prix demandé, d'autres privilégient des stratégies plus lâches et donnent clairement l'impression de n'accorder aucune importance aux joueurs qui restent pourtant leur raison d'être. Peut-être qu'un jour, la majorité des joueurs se réveillera, et alors les groupes qui se foutent de la gueule du monde laisseront place aux développeurs qui favorisent la créativité, qui gratifient l'audace, ou encore qui préconisent l'innovation. D'ici là, on a encore pas mal de chemin à parcourir, mais tous les espoirs restent permis. Totalement hors sujet, mais dans Super Smash Bros. Brawl, vous pouvez essayer des vieux jeux à succès de Nintendo grâce à des petites démos proposées dans l'un des nombreux sous-menus du jeu. Ou dans un sous-sous-menu, je sais plus. D'une qualité, Nintendo a réussi à faire un coup dans l'eau puisque les démos ont une durée tellement courte qu'il sera très difficile de compléter le niveau proposé. C'est dommage car ça aurait presque pu donner envie d'en apprendre plus sur ces jeux, mais là, ça devient juste un bonus con comme le jeu en propose tant d'autres. Et oui, le lance-pièce en fait partie.